La Belgique n'en finit pas d'être secouée par des scandales. Chacun d'entre nous a en mémoire la sinistre affaire Dutroux qui a mis en lumière de graves dysfonctionnements dans la justice et la gendarmerie. Mais il y a eu aussi le dossier Agusta, des ministres corrompus à l'occasion de ventes d'hélicoptères. Le procès vient d'avoir lieu et les Belges n'ont pas été les seuls à être éclaboussés puisque parmi les inculpés se trouvait aussi l'industriel français Serge Dassault, accusé d'avoir versé des commissions à des hommes politiques belges pour emporter un important marché visant à équiper des chasseurs F-16 en matériels électroniques. Et puis, il y a le mystère des tueurs du Brabant. Ces tueurs fous auxquels on attribue la responsabilité de 29 morts au cours des années 80. 29 personnes assassinées sauvagement, la plupart du temps à l'intérieur et à l'extérieur de supermarchés. 29 personnes massacrées, mais pour quelle raison? On ne le sait toujours pas. Et le moins que l'on puisse dire, c'est que la justice belge ne s'est guère hâtée pour essayer de comprendre et de rechercher les coupables. Pourquoi M. X aurait-il des lumières sur cette étrange affaire? Parce qu'il prétend que ces massacres dissimulent une considérable machination politique et que les services secrets y sont impliqués. Je ne veux pas en dire plus pour ne pas déflorer son récit, mais je voudrais simplement rappeler quelques faits. Le 30 septembre 1982, des hommes attaquent une petite armurerie située à Wavre, une ville du Brabant wallon. L'armurier est blessé et des armes sont dérobées. Pas n'importe quelles armes. L'armurier a mis au point des silencieux pour mitraillettes. C'est ce qui intéresse les voleurs. Un policier qui tente de s'interposer est froidement abattu. Première question, et ce ne sera pas la dernière, comment ces hommes savaient-ils que l'armurier fabriquait ces armes très spéciales? Dans les semaines qui suivent, des voleurs font irruption dans une auberge de Bercel. Le butin est ridicule, quelques paquets de café et du champagne. Mais l'homme qui gardait les lieux est exécuté, 6 balles dans la tête. Quelque temps plus tard, un chauffeur de taxi bruxellois est découvert dans le coffre de son véhicule, 4 balles dans la tête. Pourquoi? Mystère. Mais les enquêteurs sont persuadés qu'il y a un lien entre ces 3 affaires à cause du type d'arme utilisée. Un mois se passe. Le premier supermarché va être attaqué et la sanglante légende des tueurs fous du Brabant va prendre corps. Vous pouvez difficilement imaginer le choc qu'a représenté pour les Belges cette histoire des tueurs fous du Brabant. Tout de même pas autant que l'affaire Dutroux. Vous avez raison, mais quand même. Il faut savoir que les gens n'osaient plus aller faire leurs courses dans les supermarchés. Ils étaient terrorisés. Mais ces attaques-là, dans les supermarchés, ça commence quand? En février 1983, me semble-t-il. Un vrai commando armé de fusils à pompe et de revolvers de gros calibre surgit dans un supermarché de la chaîne Delhaize. Les types qui sont affublés de masques de carnaval s'emparent de la caisse qui contient une petite somme. Dans le magasin, c'est la panique. Les bandits ressortent et s'engouffrent dans une Golf GTI et une autre voiture. Mais un véhicule les gêne. Ils tirent aussitôt sur le conducteur et s'enfuient. Et ce n'est qu'un début. Mais maigre butin, m'avez-vous dit. Oui, vous allez le voir très rapidement. Il apparaît que ces gangsters, pas comme les autres, sont médiocrement intéressés par l'argent. Alors, qu'est-ce qui les motive? C'est la grande question. Mais avant d'essayer d'y répondre, continuons. Les attaques de supermarchés se succèdent. Toujours plus violentes, toujours plus sanglantes. Il y a des blessés, des morts. À Nivelles, par exemple, 2 passagers d'une voiture sont tués. Tout ça pour voler des bonbons et de l'alcool. C'est stupide. Oui, c'est pas fini. Ouais. Alors, qu'est-ce qui va se passer? La gendarmerie, pour une fois, intervient. Mais pourquoi, pour une fois? Parce que jusque-là, les Pandores belges n'ont pas fait de zèle, c'est le moins qu'on puisse dire. Donc là, ils vont se rendre sur place? Oui, mais les assassins les attendent. Au lieu de se sauver? Exactement. Et dès que les gendarmes arrivent, ils ouvrent le feu. C'est un comportement bizarre pour les malfaiteurs, non? Ah oui, et ça se passe comment, là, entre gendarmes et les voleurs? tueurs fous du Brabant, comme on les appelle désormais, sont non seulement supérieurement armés, mais ils savent se battre. Un gendarme est tué, un autre blessé. Et les bandits se replient en bon ordre, non sans s'être emparés des talkie-walkie des gendarmes. Beaucoup de sang-froid, donc, chez ces... C'est évident, mais ils n'ont pas encore fini, parce qu'un peu plus loin, ils vont tendre un guet-apens à un autre véhicule des forces de l'ordre. Donc vous avez raison, ce ne sont pas des gangsters ordinaires. Non, mais tous ceux qui les ont vus agir ont été frappés. Ces types-là avaient un comportement militaire. Militaire.
Oui, la façon de se dissimuler, de tirer en permanence comme s'ils montaient au front, puis de se replier en bon ordre. Leurs vêtements aussi, des grands manteaux et des bottines semblables à celles de l'armée. Et enfin, leur organisation. Dans une des golfs, ils avaient par exemple installé un poste de tir à l'arrière. Un poste de tir, hein. On peut penser que ces hommes, donc, d'après vous, avaient reçu une formation militaire. Bien sûr, et c'est à rapprocher de deux autres informations très intéressantes. Lesquelles ? En 1981, il me semble me souvenir, dans la nuit du 31 décembre, un commando pénètre dans la caserne de la brigade Diane. Qu'est-ce que c'est que cette brigade Diane ? C'est l'unité d'élite de la gendarmerie Une belge. sorte d'équivalent de notre GIGN. À peu près, oui. Donc ce commando, composé d'hommes qui portent tous un uniforme de la gendarmerie, arrive à entrer dans cette caserne. Mais sans éveiller l'attention. Oui, et il se dirige aussitôt vers l'armurerie. Là, il s'empare de plusieurs armes, mais pas n'importe lesquelles. C'est-à-dire ? La brigade Diane vient de recevoir un nouveau type de mitraillette, une arme allemande dont la précision et l'efficacité sont particulièrement remarquables. Songez qu'en Allemagne même, seule l'unité antiterroriste en est équipée. Donc le commando vole ses armes. Et pas les autres, à l'exception de quelques riot guns. Ouais, les riot guns, c'est les fusils à pompe. Et il s'empare des munitions qui vont avec toutes ces armes. Et il laisse donc le reste, les autres armes. Tout à fait. Ouais. Et ça signifie quoi, selon vous ? Premièrement, que ces hommes savaient que la brigade Diane venait d'être dotée de ces mitraillettes modernes. Deuxièmement, s'ils ont pu pénétrer aussi facilement dans la caserne, c'est qu'ils connaissaient parfaitement les lieux. Ou qu'ils avaient des complices sur place. C'est ce qui vient tout de suite à l'esprit. Mais une autre possibilité, c'est que peut-être même étaient-ils eux aussi des gendarmes. C'est tout à fait possible. Deuxième affaire intéressante, quelques mois plus tard, des hommes investissent une usine de tissage. Et encore une fois, ils savent exactement ce qu'ils viennent y chercher. Car dans cette usine, on travaille en secret sur un nouveau modèle de gilet pare-balles. Ouais. Donc là encore, les gangsters sont parfaitement informés. Oui, et les gilets disparaissent. Mais il y a 2 morts, un concierge et un employé de la fabrique. Donc, toujours dans la manière des tueurs fous du Brabant. Bien sûr. J'ajoute que la Belgique traverse alors une période très agitée. Je crois vous avoir déjà parlé des CCC, les cellules communistes combattantes. Oui, à propos d'action directe. Parce qu'on suppose à l'époque que les CCC ont des liens organiques avec nos terroristes à nous. En tout cas, les CCC multiplient les attentats en Belgique. Et certains, naturellement, sont tentés de faire un lien avec les tueurs fous du Brabant. Pourtant, ces tueries dans des supermarchés, ça ne ressemble pas tout à fait au terrorisme d'extrême gauche. C'est juste. Mais l'amalgame est facile. Surtout pour des autorités qui sont aux abois et qui semblent incapables de réagir. Alors, en réalité, qu'en est-il ? Il n'y a aucun rapport entre les CCC et les tueurs fous du Brabant. Mais il faut bien occuper l'opinion publique. Pour vous, il y a donc manipulation de cette opinion publique ? Vraisemblablement. Et semble-t-il, la gendarmerie et la police vont brusquement se rattraper. Fin 83, on annonce triomphalement que les tueurs fous du Brabant sont sous les verrous. Les vrais tueurs fous du Brabant ? Ça, c'est autre chose. Mais n'allons pas trop vite. 5 types sont arrêtés. Tous, à des degrés divers, ont déjà eu des ennuis avec la justice. Et tous habitent le Borinage, donc dans le Brabant. Pas très loin des endroits où ont été commis les hold-up sanglants. Il y a même parmi eux un ancien policier qui s'appelle Cocu, ça ne s'invente pas. À noter aussi que dans la bande, il y a aussi un Français. Un type qui aurait appartenu au SAC. Et on a des preuves contre eux ? Un revolver Ruger qui aurait été retrouvé chez l'un d'eux. Une arme qui, selon un expert en balistique, aurait servi dans au moins des hold-up attribués aux tueurs fous du Brabant. Mais il y a surtout les aveux. Les 5 types interpellés avouent tout ce qu'on veut. Je vous sens un peu sceptique. Bien sûr, parce que ces types ont avoué sous la menace. On les a maltraités, on les a interrogés des jours, des nuits durant, ils ont fini par craquer, c'est tout. Oui, mais il a alors un revolver, quand même. Ah, le revolver, il va faire l'objet de je ne sais combien d'expertises. Et les plus sérieuses, celles réalisées en particulier par les Allemands, montreront que cette arme n'a pas tiré les projectiles retrouvés sur les lieux. Mais voyez-vous, ce n'est pas cela qui m'a fait douter de la culpabilité de ces hommes. À quoi alors ? Ces types n'étaient certes pas des enfants de cœur, mais ils n'avaient pas la carrure. Dans le genre, c'était les pieds nickelés. Les tueurs fous du Brabant, c'était autre chose. Et ils couraient toujours parce que derrière eux, il y avait une vraie organisation. Non, ces arrestations, c'était seulement à l'heure. Les 5 inculpés de la filière Boren, comme on l'appelle, c'est-à-dire la filière du borinage, comparaissent en avril 1988 devant la cour d'assises de Mons. Déjà, le doute s'est installé et les réquisitions du procureur apparaissent étrangement mesurées. Quant à l'avocat de l'ancien policier Cocu, il accuse. C'est la direction de l'enquête qui, en 1983, a sciemment organisé les fuites vers la presse. Est-il normal qu'un tel matraquage de détails ait entouré l'arrestation des Borins, à l'époque où les avocats n'étaient encore au courant de rien? A-t-on voulu faire passer un message destiné à rassurer l'opinion publique, secouée par les bains de sang du Brabant wallon?
la suspicion est sur ce dossier. L'avocat poursuit. À l'automne 1983, les autorités avaient promis à la presse qu'elles tiendraient les coupables avant janvier 1984. Quand un rapport balistique, si imprécis qu'il se trompait de plus de 2 mm dans la mesure de la largeur de l'arme, a laissé entendre que le revolver de Cocu pouvait avoir servi à Halle et Genval, il s'agit de 2 des supermarchés attaqués, le choix a été pris de suivre cette piste, puis, dans la logique du dossier, de la suivre en excluant toute autre piste. L'angoisse inconsciente des autorités, se voulant rassurante, n'est pas étrangère à ce choix initial. Il fallait une piste, et on a choisi celle-là. Il fallait que d'autres expertises la confortent, ce qui n'a pas vraiment été le cas. Aussi, quand l'expertise de Wiesbaden a pour la première fois quitté la logique du dossier, on l'a tout simplement mise de côté pendant 9 mois, en l'oubliant dans les tiroirs du juge Schlicker. Il fallait faire marche arrière, on ne l'a pas fait. Au contraire, on s'est acharné pour modeler aujourd'hui toute une série de zigzags intellectuels. J'emprunte cette relation au livre de 2 journalistes, Gilbert Dupont et Paul Ponsers, livre intitulé « Les tueurs fous du Brabant ». Il conclut ainsi « Le vendredi 29 avril 1988, à 17h05, après 6 heures de délibération, les jurés répondent non aux 132 questions qui leur ont été posées. C'est un véritable coup de tonnerre. Les suspects de la filière Boren ne sont pas, n'ont jamais été les tueurs du Brabant wallon. » Bon, en somme, si je vous ai bien entendu, vous pensez que les vrais tueurs fous du Brabant n'étaient pas si fous que ça, quoi. Bien évidemment. Alors, qui avait-il derrière ? Attendez, il faut d'abord savoir qu'après une provisoire cessation d'activité, ils ressurgissent en 1985. Et de quelle façon ? Ouais, je vous écoute. En septembre 1985, une Golf GTI s'arrête brutalement en début de soirée sur le parking d'un supermarché de Braine-l'Alleud. 3 hommes en descendent, dont un véritable géant. Un géant ? Oui. Et dans les autres tueries, on a aussi remarqué un type d'une très grande stature, très impressionnant, qui boite légèrement. Donc les 3 hommes sortent de la voiture. Comme d'habitude, ils portent des masques de carnaval et des longs manteaux qui ressemblent à des capotes militaires. Et comme d'habitude, ils tirent tout de suite. À peine descendus de la voiture. Oui, et ils sont lourdement armés. Et sur qui tirent-ils ? Sur tout ce qui bouge. À l'avant d'une camionnette, un père et son fils s'écroulent. Les tueurs marchent de front. En passant, ils s'emparent d'un gosse. Un gosse qu'ils vont prendre en otage et tirer par les cheveux pour l'obliger à avancer avec eux. Les tueurs progressent en direction du supermarché. Un client en sort, ils l'abattent. À l'intérieur, c'est la panique. Le géant hurle « Tous à terre ou je vous crève !» Eh bien, tout le monde obéit, j'imagine. Il n'y a rien d'autre à faire. D'autres coups de feu claquent. Les tueurs vont jusqu'au bureau du directeur. Ils réclament l'argent. On leur remet ce qu'il y a, pas grand-chose. Ils retournent alors dans le magasin. À nouveau, ils crient « À genoux !» Un client tarde un peu à obéir, il est tué. Tandis que les tueurs passent de caisse en caisse pour ramasser l'argent. Et le pauvre gosse, là ? Il est toujours avec eux, revolver sur la tempe. Ils ne vont le lâcher que dehors. Puis enfin, il fuit. Fin provisoire du cauchemar. Provisoire. Parce que quelques minutes plus tard, les tueurs surgissent dans un autre supermarché du même groupe à Overez. Et ça recommence. 5 personnes sont tuées sans aucune raison. Un massacre, non ? Un vrai massacre. Jamais encore les tueurs fous du Brabant n'ont effectué un tel carnage. Ce jour-là, on compte 8 morts et je ne sais combien de personnes grièvement blessées. Mais la police, la gendarmerie ? Pas vu. Vous avez dit que les 2 supermarchés appartenaient au même groupe de distribution. C'est exact. Et au cours de la première vague de 1982-83, d'autres supermarchés de ce groupe avaient été attaqués. C'est peut-être cette entreprise en particulier qui était visée, non ? Les enquêteurs y ont pensé. Ils ont imaginé un racket, une vengeance. Mais non, les dirigeants de ce groupe n'avaient jamais reçu de menace particulière. Et d'autres magasins qui n'appartenaient pas à la société avaient été aussi la proie des tueurs. Fausse piste, donc. Tout à fait. Et quelques jours plus tard, à Alost, les tueurs fous du Brabant provoquent un nouveau massacre. Toujours dans un supermarché ? Oui, ce n'est pas un hasard. Que voulez-vous dire, là ? Il n'y a rien de tel qu'un lieu fréquenté pour semer la panique. Car maintenant, c'est clair. Les tueurs se fichent de l'argent. Ce qu'ils cherchent, c'est la terreur. Et à Alost, une fois de plus, ils font fort. Un massacre encore ? À peine arrivés sur le parking, ils tuent un enfant, puis une famille entière, un vieillard, une caissière, et j'en passe. Encore 8 morts. Et quand les tueurs remontent dans leur golf, le géant est à l'arrière dans le coffre. Le haillon est ouvert, il continue à arroser le parking avec son riot gun, tandis que l'auto démarre. Et toujours pas de police ? Si. Pour une fois, les policiers arrivent assez rapidement. Un commissaire échange quelques coups de feu avec les tueurs. Une voiture de police les prend en chasse, mais elle est rapidement distancée. Oui, mais étant donné
quand même les premières attaques, on aurait pu penser que les supermarchés auraient été protégés. Non, une sorte d'opération Vigipirate à la belge. Oui, vous avez raison. C'est vrai que les précautions ont été prises, mais pas suffisamment. Et le résultat, c'est que la population belge est réellement paniquée. On n'ose plus fréquenter les supermarchés, surtout en fin de semaine. Car c'est toujours en fin de semaine que les tueurs fous du Brabant ont agi. Bon, allons plus loin maintenant. Qu'est-ce qu'ils cherchaient faire monter cette peur dans la population? Incontestablement, c'était un de leurs buts. Et d'ailleurs, après cette série meurtrière, ils s'arrêtent. Comme s'ils en avaient fait assez, quoi. Ça y ressemble. Mais est-ce que les enquêteurs ont fait une relation formelle avec les tueurs de la première série, celle de 82-83? Ils ont de bonnes raisons de faire le rapprochement. Les mêmes signalements, les mêmes méthodes. Enfin, bientôt, ils vont obtenir une véritable preuve grâce aux tueurs eux-mêmes. Qu'est-ce que vous voulez dire, là? Le soir de la dernière tuerie. Celle d'Alost, donc. Oui. Ouais. Ce soir-là, donc, un homme est intrigué par le manège de types qui descendent d'une Golf GTI et qui jettent des sacs dans le canal de Charleroi. Et ce témoin pense aussitôt au tueur fou du Brabant. Hein. Naturellement. Et en bon citoyen, il avertit les autorités. Et ce n'est pas la seule information qu'il apporte. Il affirme aussi avoir vu dans les environs les mêmes individus. Ils faisaient des marches vêtus de tenues militaires. Tiens donc. Curieux, en effet. Ouais. J'imagine que ça doit exciter au plus haut point les magistrats chargés de l'enquête. Non, pas plus que ça. Ah bon? Et pourtant, un deuxième témoin se présente. Lui aussi, il a vu ces types jeter des sacs dans le canal. Alors quand même, le procureur ordonne qu'on fouille le canal. Un homme grenouille, un seul, plonge. Il travaille une matinée et ne découvre rien. Avouez qu'on n'a pas fait trop d'efforts. Ah, pour quelle raison? Écoutez, on n'en finirait pas d'énumérer les fautes, les dysfonctionnements dans ce dossier touffu. L'enquête est confiée à plusieurs services différents qui travaillent en ordre dispersé. Des pièces essentielles sont perdues ou oubliées. Par hasard? Non, il y a une volonté derrière. La volonté de ne pas déboucher sur la vérité, de compliquer la tâche des magistrats sincères qui veulent aboutir. Ça me paraît clair. Mais revenons à ces sacs jetés dans le canal. Un an plus tard, vous entendez, un autre procureur se souvient de cette histoire et il leur donne de nouvelles recherches. Et on trouve là? Bien sûr, un vrai trésor. Un trésor, C'est une façon de parler. Au fond du canal se trouvent des armes, des munitions et les fameux gilets pare-balles volés. Sans compter un coffre et un tiroir-caisse volé au supermarché d'Alost qui contient encore des chèques et de la monnaie. Certaines des armes ont servi lors de la série des tueries de 82-83. On a donc affaire à une même bande. Et c'est ce que voulaient faire savoir les tueurs. Comme il faut être plus précis là, parce que je comprends pas. Ils ne se sont nullement cachés pour jeter leurs armes dans le canal, donc le message était clair. D'une certaine façon, ils voulaient qu'on sache que c'était eux, quoi. Bien sûr, mais enfin il y a autre chose aussi. Toutes les armes ne se trouvaient pas là, les plus dangereuses en particulier. Conclusion, ils font comprendre à la justice et à l'opinion qu'ils peuvent encore agir. Ouais. Enfin, en somme, c'est une menace. Oui, ça fait partie de leur stratégie, enfin je veux dire de la stratégie de ceux qui les commandent. Monsieur X a évoqué la confusion de l'enquête et les multiples erreurs qui l'ont émaillée. Les deux auteurs que j'ai cités précédemment, Gilbert Dupont et Paul Poncers, ont dressé une liste non exhaustive de ces cafouillages. Ils mettent d'abord en cause l'entraînement des forces de l'ordre. À Wavre, Nivelles et Alost, les policiers ont eu un contact direct avec les tueurs. 3 occasions manquées. L'armement désuet. À Wavre notamment, les armes se sont enrayées. L'équipement insuffisant en radio et en voiture. À l'époque, en Brabant wallon, les fréquences de la police étaient différentes des fréquences de la gendarmerie et incompatibles. Pour que les services de police puissent transmettre une information à des gendarmes sur le terrain, il fallait remonter par le commissariat qui contactait le poste de gendarmerie, lequel, à son tour, contactait son équipe sur le terrain. De plus, la qualité de réception était souvent plus proche du 0/5 que du 5/5. Il y avait aussi la guerre des polices, toujours prompte à se rallumer. Et enfin, la lourdeur des procédures d'alerte, sans parler des multiples oublis, distractions, retards, aberrations qui ont égrené l'enquête. Des exemples, une série de munitions repêchées dans le canal ont été égarées, et notamment 2 douilles de calibre 12 qui devaient être déposées au greffe correctionnel de Nivelles. On ne les a jamais retrouvées. Perdues aussi des pièces jointes à l'expertise du Rugère, réalisée par le spécialiste de la Fabrique nationale. Perdues des photos prises à Paris par l'expert Secaldi lors d'une autre expertise de la même arme. Perdues ou mystérieusement volatilisées, des cartons, des originaux de procès-verbaux. Après tout ce que je vous ai raconté, vous avez bien compris que les tueurs fous du Brabant n'étaient pas des tueurs ordinaires. Ça, vous me l'avez déjà dit. Pardon de me répéter, mais c'est essentiel.
car ces abominables tueries font partie d'un plan minutieusement, systématiquement appliqué. Alors je vous demande une nouvelle fois, qui est derrière? Des professionnels de la subversion qui veulent peu à peu gangréner la Belgique et le pouvoir. Et qui se situe où sur l'échiquier politique? À droite, enfin à droite toute. Ouais, l'extrême droite, donc. Oui. Voyez-vous, bien avant l'affaire Dutroux, la Belgique a connu un scandale du même type, même s'il n'a jamais eu de suite judiciaire. Qu'est-ce que c'est que cette histoire, hein? L'affaire Pinon. Pinon, c'est un psychiatre bruxellois. Un jour, sa femme lui a confié qu'elle avait participé à des ballets roses en compagnie de hautes personnalités, et même des gens proches de la famille royale. Des mineurs auraient été abusés. L'un d'eux en serait même mort. Ouais, c'est excessivement grave, mais est-ce qu'il y avait un début de vérité? Franchement, je n'en sais rien. Vous avez quand même bien une idée. Oui, je pense que derrière tout ça, il y avait un fond de vérité, mais au fond, ça n'a pas grande importance. Ce qui compte, c'est le soupçon. Le soupçon et peut-être le chantage. Mais le lien avec l'extrême droite? J'y viens. En 1981, le directeur d'un journal qui s'intéresse à cette affaire voit ses locaux incendiés. On découvrira un peu plus tard que les responsables sont des militants d'une organisation extrémiste, le Front de la Jeunesse. Mais une autre organisation d'extrême droite fait parler d'elle. Mais son nom? Le WNP. C'est une organisation infiltrée au sein des services de sécurité. En 1984, Paul Latinus, l'un de ses dirigeants qui devait jouer un double jeu, prend peur et dépose une plainte à la gendarmerie. Il affirme être menacé de mort à cause de l'affaire Pinon. Peu de temps après, on le retrouve pendu. Encore un meurtre? Vraisemblablement. Encore un peu plus tard, un directeur de prison est compromis dans une affaire de titres volés. On s'aperçoit alors que ce fonctionnaire était non seulement très copain avec les truands qui étaient sous sa garde, mais qu'il faisait aussi partie d'un club de tir, véritable vivier de militants d'extrême droite. Et il en était lui aussi de Bien sûr. l'extrême droite, je veux dire. Oui, tout à fait. Il apparaît également qu'il se livre au trafic d'armes. C'est encore un joli personnage, celui-là. En effet, ce n'est pas le seul. Un autre homme va être compromis, un haut magistrat qui n'est rien moins que le chef adjoint du cabinet du ministre de la Justice. Un poste stratégique s'il en est. Ce magistrat entretient des relations louches avec quelques truands de haut vol. C'est une vraie nébuleuse. Vous avez raison, je n'ai pas encore fini. En tout cas, ce magistrat n'était pas trop mal placé pour étouffer les affaires. Hein. C'est évident. Autre piste très intéressante. Au début des années 80, on s'est aperçu que des gendarmes usaient de méthodes très particulières pour lutter contre le trafic de drogue. Et qu'à l'occasion, ils n'hésitaient pas à se faire eux-mêmes trafiquants. Oui, mais c'est pour mieux piéger les vrais pourvoyeurs. Hein. Oui, en principe. Mais un dérapage est vite arrivé, n'est-ce pas? Ça rappelle les méthodes utilisées par les stupes américains. Les Américains, justement, ce sont eux qui avaient initié les gendarmes. Et eux aussi qu'on va curieusement retrouver derrière une autre affaire. Encore une affaire. Hein. En 1986, un cadre supérieur de la Fabrique nationale d'armes, spécialisé dans les exportations d'armes vers l'Amérique latine, est assassiné. C'est un ami de ce directeur de prison dont je vous ai parlé. Et lui aussi, il est d'extrême droite? Et là vont ses sympathies, en effet. Et comme le directeur de prison, il fréquente aussi beaucoup ces clubs de tir très spéciaux, où l'on retrouve beaucoup de militants de la droite extrême. Qui l'a assassiné, celui-là? Mystère. Mais si on fouille un peu, on découvre que cet exportateur d'armes travaillait sans doute pour les Américains dans le cadre de livraisons clandestines au fameux Contras du Nicaragua. Ouais, le scandale de l'Iran Gate. Exactement. Beaucoup d'armes sont parties de Belgique, où les contrôles douaniers exercés dans les ports sont pour le moins laxistes. Ce type était donc forcément lié à la CIA. Oui. Mais vous n'allez quand même pas me dire que la centrale américaine se trouvait derrière les tueurs fous du Brabant. Non, mais indirectement, la CIA les a financés grâce à ces livraisons d'armes. Ça me semble de plus en plus compliqué. Hein. Alors retombons sur nos pieds. À l'occasion de l'enquête sur l'assassinat de cet exportateur d'armes, les gendarmes tombent sur l'un de ses amis. Un curieux personnage, un ancien gendarme, Madani Bouhouch. L'ancien gendarme, il a été viré? Oui, à la suite de plusieurs affaires louches. Mais ce Bouhouch a gardé beaucoup de relations dans la gendarmerie. Et comme tous les autres, c'est un militant d'extrême droite et un ardent pratiquant du tir. Ah, mais décidément. On perquisitionne chez lui et dans un pot de confiture, on trouve une arme qui a servi lors d'une des opérations des tueurs fous du Brabant. De mieux en mieux. On trouve aussi des masques de carnaval et des documents pro-nazis. Puis en dévidant la plotte, on met à jour à Bruxelles toute une série de caches de bouche. Garage, box, appartement, auto volée, et finalement dans le coffre d'une auto dissimulée par Bouhouch, on trouve une partie des armes volées à la caserne de la brigade Diane. Donc ce Bouhouch, hein, c'est ça, et donc directement lié à l'affaire des tueurs fous du Brabant. Ça me semble clair, non? Et des gendarmes en activité qui sont ses amis, sont eux aussi compromis. L'un d'eux est un colosse qui boite légèrement. Comme le géant des attaques de supermarché. Eh oui. L'affaire va donc pouvoir être résolue. Hein. Non, ça serait trop simple. Et encore aujourd'hui en Belgique, on se dispute pour savoir de quel parquet dépendra désormais la commission d'enquête sur les tueurs fous du Brabant. Ça paraît quand même déraisonnable tout ça. Ça l'est.
car on a sciemment saboté l'enquête. Il y avait beaucoup trop de gens compromis, tout était truqué. Oui, mais ce bouge quand même... Il a effectué quelques années de prison et il a été libéré. Ouais. Alors, vous qui semblez avoir quelques informations, hein, vous pouvez tout de même me dire qui étaient réellement les tueurs fous du Brabant. Les exécutants, des gendarmes et quelques truands. Les exécutants, d'accord, mais les commanditaires? Des gendarmes, quelques représentants des services secrets et des politiques. Tous d'extrême droite, officiellement ou pas. Contraints ou pas, comme certains qui sont compromis dans des affaires de sexe. Oui, d'accord. Mais quand même, pourquoi ces tueries? Elles avaient deux objectifs. D'abord, bien sûr, déstabiliser le pays, mais aussi contraindre les pouvoirs publics devant la colère suscitée par ces massacres à renforcer les forces de l'ordre et particulièrement la gendarmerie. Et ce qui sera fait? Tout à fait. La gendarmerie, largement dévaluée dans le pays, va être dotée d'armes et de véhicules performants. Une force dynamique, efficace. En cas de coup dur, ça peut toujours être utile, non? Mon entretien avec M. X s'est terminé sur cette phrase sibylline. Il n'a pas voulu en dire plus. Longtemps, le ministre de la Justice, Jean Goll, a refusé la création d'une commission d'enquête. Après son départ du gouvernement, la commission a été enfin créée. Et devant les membres de cette commission, l'un des hauts magistrats belges, le procureur du roi à Bruxelles, a déclaré « Je crois que nous avons été trahis. Je ne vois pas d'autre explication à ce qui reste le plus grand mystère de ma carrière. » Enfin, j'ai vérifié. C'est vrai que très récemment, le dossier des tueurs fous du Brabant a été transféré du parquet de Termonde à celui de Charleroi. Et l'enquête, malgré la diffusion de nouveaux portraits robots, n'a toujours pas abouti, bien que des dizaines de policiers et de gendarmes continuent à travailler sur le dossier. Un dernier mot. À la suite de notre émission du 27 février 1999 concernant l'assassinat du leader noir Félix Moumié en 1960 et attribué au service secret français, la famille du commandant William Bechtel, qui à l'époque des faits avait été mis en cause dans cette affaire, nous prie de rappeler aux auditeurs que William Bechtel fut finalement l'objet d'un non-lieu de la justice suisse, lequel fut prononcé par la Chambre d'accusation de Genève en date du 8 décembre 1980. William Bechtel ne saurait donc en aucune façon être tenu ou présenté comme l'assassin de Félix Moumié. À samedi prochain avec Monsieur X.